Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro ciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui s'intitule tout simplement Introduction aux musiques de séries télévisées. Non pas de musique de film, hein, sinon mon invité va pas être très content. Donc c'est Introduction aux musiques de séries télévisées avec comme sous-titre de Badge, la série Badge 714, pardon, à Lost. Je montre cette affiche. D'ailleurs, je crois que c'est un extrait d'un épisode de la série Lost. Oui, exactement, saison 2, épisode 12. Le piano de Charlie à la mer, Fire plus Waiter. Le livre est édité chez Presse Universitaire de Rennes. Dans le descriptif, comme d'habitude, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site de Presse Universitaire de Rennes, dont je remercie le service de presse pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et The Last But Not the Least, dans mon anglais extraordinaire, l'auteur du livre, Jérémy Michaud, est là aujourd'hui pour nous en parler. Première question que je pose à tous mes invités, comment allez-vous? Ça va, très bien, je vous remercie. Et vous? Bien, parce qu'il faut savoir que cette émission, je l'ai voulu, et comme d'habitude, on a mis du temps à la faire, comme d'habitude à cause de moi. Donc, mes excuses auprès de mon invité, et je suis très content de parler d'une thématique, d'un sujet que je connaissais plus ou moins, mais plutôt moins que plus. Bon, tout d'abord, première question très basique, pour introduire, on va dire, l'introduction. Qu'est-ce qui a fait que ce livre devait exister? Bon, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai voulu que ce livre existe, d'une part, parce que c'est l'aboutissement de mes années de thèse, en fait. J'ai fait une thèse de doctorat en musicologie, qui a duré un certain nombre d'années. Après l'avoir soutenue, j'avais vraiment envie de transmettre l'objet de mes recherches à un plus grand nombre et certes, il y a l'enseignement pour ça, il y a les présentations comme celle qu'on est en train de faire, mais il y a aussi la littérature et j'ai voulu transformer cette thèse en ouvrage. Alors c'est vraiment la version, on va dire, réécrite de la thèse, hein, qui n'est pas réservée aux musicologues. C'est un livre, enfin, vous me le direz peut-être, hein, mais c'est un livre que j'ai pensé pour toutes et pour tous. Et voilà, ça c'est la première partie de la réponse. Et la seconde partie de la réponse, c'est parce que euh, en France, en tout cas dans la littérature francophone et en musicologie, il y a encore assez peu de travaux sur les musiques de séries télévisées. Alors c'est faux de dire, ce serait faux de dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a déjà un livre qui a été édité aux Presses universitaires de Rennes il y a une dizaine d'années, hein, qui s'appelle Musique de séries télévisées qui s'intéresse aux musiques originales, aux génériques, musiques préexistantes dans les séries télévisées, qui a été notamment dirigé par Cécile Carriol et Jérôme Rossi. Mhm. Mais disons que ce livre n'est pas vraiment une monographie. Ce livre sont en fait les actes d'un colloque qui s'était tenu à Nantes, je me tromperai peut-être sur la date, mais en 2012 ou en 2013, en tout cas c'est il y a plus de 10 ans maintenant, colloque auquel j'avais participé quand j'étais au début de ma thèse. Et donc voilà, ce livre en fait s'inscrit dans cette volonté universitaire académique de faire de la recherche sur la musique de séries télévisées, de parler de musique de séries télévisées et surtout d'essayer un peu d'affiner notre compréhension des musiques de séries télévisées et essayer de répondre à la question aussi pourquoi est-ce qu'on aime autant ça et qu'est-ce qui dans les musiques de... Enfin, qu'est-ce qui dans les séries télévisées nous plaise, nous intéresse autant et pourquoi est-ce que les musiques participent en fait à cet amour des séries télévisées. Donc voilà, c'est une double volonté. La première volonté, c'est d'aller, on va dire, au bout de ce parcours, de cette trajectoire de thèse de doctorat. Et la deuxième, de participer à cet élan disciplinaire, ce décloisonnement aussi musicologique en abordant un objet très populaire qui sont les musiques de séries télévisées à l'intérieur de l'université et l'offrir à un plus grand nombre. À partir de quel moment vous avez compris qu'il fallait, penser les musiques, alors c'est ce que vous avez noté, oui, télévisérielles, comme un Ouais. objet autonome avec sa propre logique? C'est-à-dire complètement, c'est-à-dire que, qui n'a rien à voir avec la musique de films qu'on connaît? Ouais. Alors moi j'utilise le mot télésérial, on peut dire télésériel, c'est juste que je veux éviter de redire musique sérielle, puisque quand on parle de musique sérielle, on renvoie à un courant dans la musique du XXe siècle qui est assez identifié, donc télésériel, télésérial. Et en fait,
Je sais pas vraiment si je l'ai compris, mais en tout cas, et j'aime bien votre question parce qu'effectivement, la thèse centrale du bouquin et c'est ce qui m'anime aussi quand je travaille sur cette question-là. En tout cas, ça procède d'une intuition très forte qui est en fait tout simplement une intuition de fan et une intuition de téléspectateur. Et moi, j'ai grandi dans les années 90 en regardant Buffy, Mhm. puis en regardant Lost. Et en fait, mes premiers souvenirs musicaux, en tout cas, quand on parle de musique originale, c'est la musique, je sais pas si vous l'avez en tête, mais de la fin de la saison 5 de Buffy, au moment où, je peux spoiler, je pense on est à une vingtaine Alors d'années là, de la vous êtes diffusion. Là, je pense que là, vous là, on peut pouvez y mal aller. complètement, hein. Allez-y, je vous en prie. En fait, voilà, Sinon, au moment où sinon on peut pas parler, on peut rien bah oui, dire. oui, c'est ça, c'est ça. Au moment, en fait, où Buffy se sacrifie pour sauver sa sœur, pour sauver Dawn. Christopher Beck écrit une musique sans commune mesure dans la série télévisée, avec un développement orchestral qui à l'époque m'avait vraiment marqué, qui m'avait ému, en fait, qui avait participé aussi à l'émotion que je ressentais, à la tristesse, à la douleur. Enfin, ça m'avait mis dans un état affectif, disons, assez intense, et j'avais très vite identifié que la musique participait cet état affectif. Et par ailleurs, j'étais aussi un spectateur ou un fan, je peux le dire comme ça, des musiques de John Williams, et donc je pense que de manière intuitive, j'ai procédé à un rapprochement entre ces deux musiques, entre ces deux types de musique, et un rapprochement qui, pour moi, n'était pas suffisant, du moins. C'est-à-dire que euh, la musique symphonique hollywoodienne partage énormément de choses avec la musique qu'avait écrite Christopher Beck pour cet épisode-là, notamment voilà, son instrumentation très classique, son usage aussi narratif, hein, qu'on connaît bien. Mais néanmoins, voilà, il y avait des micro-différences, et ces micro-différences, ben, voilà, j'avais envie de comprendre pourquoi. Donc, disons que pour répondre à votre question, je reviens à la question, je ne l'ai pas vraiment compris, mais du moins, ça, voilà, ça procédait vraiment d'une intuition de Mhm. spectateur renouvelée, en fait. Renouvelée à chaque fois que je découvrais une musique de série télévisée. En fait, c'est quelque chose de très empirique finalement. C'est quelque chose qui était énormément basé sur mon expérience de visionnage et d'écoute du cinéma et de la série télévisée, jusqu'à me demander, en fait, à un moment donné, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une spécificité en fait propre aux musiques de séries télévisées? Ça reste une question de recherche, ça reste une problématique. Manifestement, quand on regarde après dans le détail, enfin je vais m'arrêter là pour la question, mais quand on regarde dans le détail, euh, c'est une logique industrielle différente que celle du cinéma, c'est une logique narrative aussi complètement différente. Donc, il y a une écriture pour la télévision, et qui dit écriture pour la télévision scénaristique dit aussi écriture musicale. Donc ça reste une question de recherche, une intuition, on va dire, qui est tendue vers cette question recherche, vers une problématique ouverte. Que je laisse un peu en suspens, c'est-à-dire que j'apporte pas une réponse définitive. Bah, restons un peu sur Hollywood parce que si j'ai bien compris, vous revenez souvent sur la proximité entre Hollywood et les séries de network. Et selon vous, à quel moment cette proximité deviendrait ou devient-elle vraiment structurante sur le plan musical? Et à quel moment, surtout, elle cesse d'être un simple rapport d'influence? Hmm. Je pense, d'après ce que je sais, d'après ce que je connais, je pense que les années 80 et 90 sont un tournant qui est très important. Avant de comprendre ça, il faut revenir un peu quelques années auparavant et comprendre que dans les années 1950, les studios hollywoodiens ont inondé la production télévisuelle avec des musiques qui ressemblaient beaucoup à ce qui se faisait à Hollywood. Et donc, comme vous avez prononcé le mot influence, on était dans un rapport d'influence qui était très très fort. Puis après, on a continué à développer quelque chose qui existait déjà pour le cinéma, hein, des bibliothèques de musique, des musiques composées au mètre pour être utilisées dans telle ou telle série. Mais à partir des années 80, à partir du moment où les compositeurs gagnent un peu en indépendance dans le système de production, c'est-à-dire à partir du moment où les compositeurs peuvent écrire de la musique grâce à leur home studio, grâce à leur matériel informatique qu'ils branchent directement à leur ordinateur, dans ce cas-là, il y a une prise de distance, à mon sens, qui se fait avec Hollywood. Parce que, à partir de cette époque-là, on n'est plus. Enfin, et à partir du moment aussi où les ordinateurs sont capables d'imiter les sons de musique symphonique avec perfection,
on n'est plus tenu de maîtriser l'art de l'orchestration, d'une part, Ouais. pour écrire pour orchestre, et d'autre part, on n'est plus tenu de débourser un chèque important pour convoquer Que un beaucoup orchestre regrettent, symphonique. que beaucoup regrettent aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Certains, Effectivement, ouais. effectivement, effectivement, ouais, 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 effectivement, je peux comprendre. Et il y a beaucoup de personnes aussi, des orchestrateurs, qui regrettent que. Mais bon, ça c'était peut-être avant que les compositeurs, comment dire, samplent leur propre son, mais qui peuvent Mm. regretter qu'il y aurait une forme d'uniformisation, de standardisation du son, à force d'utiliser toujours les mêmes banques sont, c'est vrai. Mais toujours est-il que voilà, peut-être que ce qu'on a perdu, je vais mettre des gros guillemets, hein, en authenticité. Je mets des guillemets parce que voilà, je me méfie un peu de ce concept. Du moins, dans ce que certains appellent l'authenticité, peut-être qu'on l'a gagné aussi en indépendance, enfin que certains compositeurs l'ont gagné en indépendance, et c'est ce moment-là, dans les années 80 et 90, où l'on va voir, je reviens à mon exemple de Buffy, mais comme à l'exemple de Lost aussi, des compositeurs qui vont, en fait, comment dire, imprimer sur la série télévisée un style, leur propre style particulier, et donc par conséquent, gagner en autonomie par rapport à certains modèles hollywoodiens. Pour comprendre la naissance un peu de la musique télésérielle, est-ce qu'il faudrait aller du côté de la télévision? Parce que la télévision, c'est ce que vous dites, elle est héritière du cinéma, mais elle est aussi héritière du feuilleton radiophonique. Est-ce que pour comprendre ça, il faut aller du côté il faut aller comprendre un peu la télévision, ce rapport à la télévision? Ouais, à mon sens, en tout cas, pour avoir une compréhension la plus totale de la chose, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux deux choses. C'est-à-dire que, certes, il y a l'influence du modèle cinématographique dans le rapport à l'image. Mmh. Ça, c'est absolument évident. Quand une musique est mise sur les séries télévisées, les premières séries télévisées dans les années 50, il y a une volonté narrative qui est celle du cinéma, en fait, qui est celle de l'image. Mais comme vous le dites, il y a d'abord une histoire de radio et de radiodiffusion. En fait, beaucoup de séries télévisées qui sont adaptées dans les années 1950 sont adaptées des feuilletons diffusés à la radio dans ces années-là. Parfois même, les producteurs utilisent le même scénario. C'est le cas de Dragnet, c'est pour ça que je commence mon étude à Dragnet, enfin, qui a été traduit en français par Badge 714. Utilisent parfois le même scénario pour l'adapter à la télévision. Et donc, par conséquent, même si dans un sens, la musique de séries télévisées s'inspire des modes cinématographiques en rapport à l'image. La musique de séries télévisées s'inspire aussi des fonctions de musique de radio, à savoir la fonction alarme, la fonction réveil, la fonction rideau, le générique, et en fait le séquençage de l'épisode en plusieurs actes. Quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les séries network, qui sont rythmées par la publicité, par les différentes coupes publicitaires et dans laquelle la musique en fait doit s'intégrer. Donc en fait, même si on réfléchit d'un point de vue purement formel, le modèle cinématographique ne fonctionne pas pour pleinement comprendre la musique de séries télévisées. Il faut un modèle radiophonique, il faut un modèle aussi industriel, financé par la publicité, financé par la coupure, et finalement un modèle qui s'éloigne de celui de l'unité cinématographique, en termes de musique du moins. Alors, je me permets une petite digression. C'est une question que j'avais absolument pas prévue. On s'éloigne un peu plus ou moins du livre. Je dirais même que je vais adopter un ton un peu réactionnaire. Allons-y. Et je vais vous dire, comme vous m'avez parlé de Buffy des années 90, je me le permets. Question très, très réactionnaire, très Mhm. conservatrice. Est-ce que c'était mieux avant? Donc, question très banale. Au niveau de la conception, de la créativité de la musique de série, de télé-sérielle, est-ce qu'il y a eu un âge d'or? Et aujourd'hui, comment les choses sont, est-ce qu'elles sont beaucoup plus prononcées ou moins? Je voudrais juste vous demander, pour bien être sûr de bien comprendre, quand vous dites est-ce que c'était mieux avant, qu'est-ce qu'il y a derrière le mieux? Qu'est-ce que vous entendez derrière C'est ça? ça les réactionnaires, c'est qu'ils savent pas du tout définir le mieux. Non, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Moi, enfin, c'est par rapport surtout à l'évolution de la construction de la musique télésérielle. Ça m'intéresserait de Mhm. savoir, même si là, pour le coup, on revient au livre parce que vous en parlez. Mhm. Mais comme vous avez cité des souvenirs liés aux années 90, des souvenirs qui vous ont construit et qui peut-être, avec le recul, sans le savoir, fait que ce livre existe, ça m'intéresserait de savoir le rapport aussi à ce qui se passe aujourd'hui dans la création de la musique Mhm. télésérielle. Mhm.
En fait, aujourd'hui, et ça a été beaucoup documenté par les personnes qui travaillent sur, je vais dire, sur l'histoire des séries télévisées, les universitaires qui travaillent sur cette question, on assiste à une époque qu'on appelle la peak television, la peak TV. C'est une explosion en fait séries disponibles grâce aux plateformes de diffusion, etc. Donc finalement, c'est sensiblement différent du modèle de network. Si moi j'arrête mon étude de modèle de network, CBC, ABS, NBC, ABC, NBC, Mhm. c'est parce que, en fait, il y a c'est pas tant que c'était mieux avant que il y a une unité industrielle derrière. C'est-à-dire que ces networks fonctionnent globalement sur le même modèle, cherchent à séduire le même public et pour y parvenir, mettent en place des stratégies qui sont sensiblement identiques. Là où dans le modèle de la peak television, c'est beaucoup plus compliqué à mon sens. D'aborder la chose, heu, parce qu'il y a une absence d'uniformisation dans les stratégies de diffusion ou de télédiffusion, qui fait que, musicalement, en fait, on est face aussi à une explosion de façon de fonctionner. Donc, malheureusement, j'ai pas de réponse en fait plus satisfaisante à faire, sinon celle du cas par cas. Sinon, quels sont les succès sériels, quelles sont les dernières séries télévisées qui fonctionnent? On peut parler de Game of Thrones, de la musique de Ramin Djawadi, on peut aussi parler de Stranger Things, qui, pour le coup, va chercher à réactiver un sentiment nostalgique dans l'utilisation de la musique électronique, fausse électropop des années 80. Mais voilà, mais en tout cas, de modèles unifiés aujourd'hui, parce que il y a eu une explosion totale des séries télévisées et parce que cette mode des networks, et des différents types, de formules, comment dire? C'est complètement affaissé, je pourrais pas répondre. On a peut-être perdu quelque chose, mais ça, pour moi, on est au-delà de la discussion de la musique. On a peut-être perdu quelque chose dans notre façon de partager les séries télévisées. C'est-à-dire qu'à partir du moment et peut-être que, en fait, j'y pense, en parlant, peut-être que ça répond aussi à votre question, mais à partir du moment où on regarde les séries télévisées, à la télévision, d'accord? On sait que samedi soir, on a la trilogie du samedi. Bon, on sait qu'on va Mm. regarder la trilogie du samedi. Hem, de fait, il y a une expérience collective. Il y a une expérience collective, et cette expérience collective, on est capable de la partager, dans les semaines qui arrivent, de manière plus ou moins synchrone ou plus ou moins asynchrone. Enfin, effectivement, visionner une série télévisée, et écouter sa musique, c'est peut-être plus asynchrone que visionner un film au cinéma, puisqu'on est obligé d'être ensemble au même endroit, voilà, et de partager cette expérience. Mais de fait, de le faire soit en regardant une série sur les networks, ces rediffusions, soit en France sur M6 quand ça passait, la trilogie du samedi, on est forcé d'une certaine manière de partager la même expérience. Ce qu'on a perdu avec le streaming, c'est que cette expérience commune et collective, elle existe moins. Elle existe encore, parce que, il y a encore des succès, d'estime, il y a encore des séries télévisées, qui font un nombre de millions, de vues qui sont impressionnants, mais elle existe différemment. Donc je pense que c'est pas tant au terme de production, que les choses ont changé, mais en termes de réception de séries et de leur musique, de la façon dont on le vit certes à un niveau individuel, mais dans la façon dont on le vit collectivement, et donc collectivement, on arrive ou pas à créer une mémoire musicale et sonore. Je sais pas si je Par réponds à votre question. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ça me permet une petite digression aussi. Par exemple, j'avais noté que vous nuancez dans le livre l'idée selon laquelle les musiques télévisuelles seraient simplement plus pauvres, entre parenthèses, parce que celles du cinéma pour des raisons budgétaires. Et je me posais la question de savoir est-ce que votre livre est aussi en filigrane une contestation pour le coup de ce vieux jugement de valeur? Un peu, en tout cas, c'est quelque chose, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous l'avez bien remarqué et bien vu, et c'est quelque chose, que j'essaye, en fait, que j'interroge du moins. Bah, je me demande si, dans voilà, comme tout le monde, je pense, on aime bien traquer, les préjugés, les idées un peu rapides qui nous viennent et on aime bien essayer de les déconstruire et c'est quelque chose, voilà, que j'interroge et effectivement, il y a un argument qui revient, souvent et en fait qui est revenu aussi souvent sous la plume de certains musicologues, les premiers qui ont écrit sur la musique, enfin, pas forcément les premiers, mais disons certains, sans forcément les nommer, j'en parle un peu dans le livre et dans certains articles que j'ai écrits sur la question.
Et chez certains critiques aussi, les musicologues ne sont pas les seuls fautifs, on assiste effectivement à un jugement de valeur esthétique, parfois un peu rapide. Euh, Ce qui me dérange, c'est pas tant qu'il soit faux, parce qu'effectivement, on peut, sur certains paramètres, se mettre collectivement d'accord. On n'y arrivera jamais, mais Mhm. admettons, on peut faire un exercice de pensée. Et donc, on peut, je pense, en fonction des époques, en fonction des cultures, voilà, se mettre d'accord sur ce qu'un son agréable à écouter peut ressembler. Voilà, ça peut, disons, faisons l'expérience. Mais en fait, ce qui me gêne lorsqu'on fait ça, c'est qu'il y a d'autres paramètres que l'on n'étudie pas et qu'on oublie. Et de fait, ces jugements de valeur sur la musique de séries télévisées, à mon sens, je pense, mettre ces paramètres de côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si en fait on regardait pas la bonne chose finalement. Et donc c'est Mm. pour ça que ces jugements de valeur qui, en effet, sont parfois un peu réactionnaires, mais je mets pas un gros mot ici en disant ça, peuvent me déranger. Et pour justifier cela, quel est l'argument qu'on va choisir? Celui du budget. Alors effectivement, pour un budget, bah, on a un orchestre symphonique, on a des orchestrateurs qui vont peut-être mieux sonner qu'une musique écrite avec un petit budget ou avec un ordinateur. Mais ça veut dire quoi mieux sonner? Et surtout, on est sensible à quoi quand on écoute une musique de série télévisée? Et je fais exprès de dire écouter une musique de série télévisée parce que typiquement, à part le générique, il est beaucoup plus rare, je parle de mon expérience, il faudrait aussi voir si d'autres personnes sont concernées, il est beaucoup plus rare de prendre, Spotify ou ses albums pour écouter les cues, la musique instrumentale, la musique non diégétique, que c'est le cas, par exemple, pour les musiques de cinéma, canoniques, pour lesquelles il y a des concerts et cetera. Donc c'est aussi ça, en fait, cette question de budget, je trouve elle est pas suffisante. On a les mauvaises lunettes, en fait, si on reste par rapport à ça. Et de fait, il y a pas mal d'articles aussi sur cette question, et notamment, je pense à un article de Cécile Carayol sur la musique de Bernard Herrmann dans The Twilight Zone, ou je pense aussi à un article, un chapitre de Chloé dans The Tudors, où en fait les autrices expliquent que les séries télévisées sont un terrain de jeu expérimental pour les compositeurs. C'est-à-dire qu'ils Mm. savent qu'ils ont moins de budget. Mais il faut quand même écrire de la musique et il faut quand même sortir quelque chose. Donc finalement, c'est pour ça que je dis que la question du budget, je trouve elle est vite insuffisante parce que au contraire, parfois même, ça peut être créatif. Enfin, on sait aussi que écrire sous la contrainte, ça engage à prendre des chemins qui sont peut-être pas ceux qu'on aurait pris, voilà, si on avait des millions pour un orchestre symphonique. Et donc pour sortir une musique quand même qui soit bien en adéquation avec ce qu'on voit. Donc voilà, je pense que pour ça que la question du budget dans la comparaison de séries télé et cinéma est parfois insuffisante, disons. Alors, avant de vous poser deux, trois questions sur quelques séries que vous questionnez dans le livre, moi j'adore la cuisine interne d'un auteur et d'une autrice, donc j'aimerais bien comprendre un peu comment vous avez approché ce sujet et comment vous avez construit l'architecture de votre livre. C'est une excellente question. Alors, ouais, comme je vous le disais, c'est un livre qui est issu de ma thèse, donc l'architecture a un peu changé et les thèses de doctorat sont des moments d'écriture qui sont pas toujours, malheureusement, pas toujours heureux et donc ils se font un peu dans la douleur. En fait, le livre est organisé euh, selon ma propre prise de conscience du sujet. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu travailler sur les musiques de séries télévisées, j'ai commencé ma thèse il y a quelques années, hein, en 2012-2013, Mhm. j'étais beaucoup influencé par des universitaires qui travaillaient sur les séries télévisées. Et à l'université en France, du moins, personne ne travaillait sur les musiques de séries télévisées. Par contre, il y avait vraiment un cercle euh, voilà, qui publiaient beaucoup de choses et qui publient encore beaucoup de choses sur les séries télévisées. Donc c'est d'abord leurs travaux qui m'ont inspiré. Donc en fait, pour essayer de comprendre les musiques de séries télévisées, dans un premier temps, j'ai moi-même cherché à essayer de comprendre la télévision ou les séries télévisées. C'est-à-dire que avant même de questionner l'aspect sonore ou l'aspect musical, il me semblait, aller voir comment est-ce qu'une série fonctionnait. Et c'est ça qui m'a donné, notamment dans les premiers chapitres, qui m'a donné l'occasion de revenir sur la télévision comme objet d'étude, de faire l'origine musicale de ces séries télévisées, mais surtout et ensuite
de faire un petit point en fait sur ce que veut dire très concrètement une série télévisée en fait, qu'on se mette d'accord, qu'on utilise les mêmes vocabulaires pour parler de ces séries télévisées. Et seulement après ça, je suis allé écouter les séries télévisées. Et moi, comme je vous ai parlé de Buffy et de Lost tout à l'heure, je partais de cette volonté, dans un premier temps, de travailler sur Buffy et sur Lost. Mais en Mhm. fait, ça ne me semblait pas être des objets d'étude, du moins là où j'en étais dans ma réflexion, ça ne me semblait pas des objets d'étude que j'étais prêt à aborder sans comprendre ce qui s'était passé avant. Donc en fait, je me suis dit, je vais pas avoir le choix que d'aller déterrer toutes les séries possibles, imaginables depuis les années 1950. Et donc en 19, j'ai mis la main sur des programmes euh, états-uniens, des grilles de programmes de 1950 à Lost. Et en fait, j'ai organisé ces programmes, je les ai réorganisés, et pour chaque série télévisée, alors j'ai enlevé les sitcoms et les soap-opéras, j'ai uniquement conservé les dramas. Et pour chaque drama, je suis allé écouter la musique et selon un système de couleurs, j'ai procédé à une classification qui, comme toutes les classifications, est insuffisante, incomplète et à critiquer, mais du moins moi, ça m'a permis d'avancer et de comprendre comment évoluait l'instrumentarium, les instruments dans ces séries télévisées. Et c'est en fait en procédant à cette classification que j'ai pu comprendre voilà, qu'il y avait différentes grandes zones, la première orchestrale, la deuxième jazz, musique assistée par ordinateur, comme je vous le disais, et c'est ces Mhm. grandes zones ensuite que j'ai pu regarder plus particulièrement. J'ai également, pour consolider ma réflexion, j'ai également regardé, ça j'ai trouvé ça vraiment c'était un moment où, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai regardé les récompenses qui étaient distribuées aux musiciens de séries télévisées, aux compositeurs, notamment les Emmy, les Golden, et en analysant en fait toutes les récompenses aux Emmy Awards des années 1960, 70, et plus la date exactement à nos jours. Et ben en fait, c'est un exercice qui est passionnant parce qu'on voit apparaître l'objet musique de séries télévisées, quelque chose qui n'est pas considéré par les pairs, par les professionnels qui distribuent et par le public qui distribue ces récompenses tout d'un coup, dans les années 80, enfin tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup justement, mais justement, il y a une lente filiation, voilà, voilà, c'est ça, exactement. Et l'objet musique de série télévisée apparaît conceptuellement tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ça veut pas dire que la musique de série télévisée n'existait pas auparavant, mais du moins, on l'écoutait, on la concevait, et peut-être on la consommait aussi de manière complètement différente. Et enfin, en arrivant en faisant ces différentes classifications, je me suis effectivement rendu compte que, à mon sens, il y avait un point de rupture à partir du moment, dans les années 90, où on utilisait beaucoup, les compositeurs utilisaient beaucoup les orchestres symphoniques assistés par ordinateur, enfin les orchestres virtuels, et grâce à des séries comme, enfin je dis grâce, c'est comme s'il y avait un jugement de valeur dans mon grâce, mais des séries comme Lost, je vais refaire ma phrase, des séries comme Lost ont tout d'un coup remis sur le devant de la scène les orchestres acoustiques. C'était pas un orchestre immense, pour Lost, c'est une cinquantaine de musiciens avec pas mal de cordes et des cuivres, parce que Giacchino aime beaucoup écrire pour les cuivres. Et c'est là en fait où je me suis dit, mais là il est vraiment en train de se passer quelque chose, et j'aimerais vraiment comprendre comment se structure la musique de série télévisée dans une série comme Lost, qui réinvestit cet orchestre symphonique, orchestre qu'on avait un peu perdu de vue depuis quelques années. Et donc les dernières parties du bouquin sont centrées sur une analyse un peu plus précise de Lost, un peu plus musicale aussi, pour essayer de comprendre comment s'entrecroisent narration et musicalisation de la série. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'un des apports les plus, je trouve, les plus stimulants du livre. C'est quand vous dites que l'idée que la musique de série ne doit pas être pensée, comme je l'avais noté, seulement à l'échelle de la scène ou de l'épisode, mais aussi à l'échelle de la saison, pardon, et de la série entière. Ouais. Comment vous avez construit cette méthode d'analyse à plusieurs niveaux? C'est En fait, c'était une manière pour moi, enfin, je l'ai construit en réinvestissant ma pratique de spectateur. J'insiste là-dessus, je l'ai redit plusieurs fois, mais je pense que c'est important aussi dans ma façon de faire de la recherche, c'est-à-dire ne jamais oublier, et dans ma façon d'écrire aussi, ne jamais oublier qu'avant tout, avant d'essayer de comprendre quelque chose, on est nous-mêmes les objets de ce qu'on essaye de comprendre, c'est-à-dire qu'on est Mmh. nous-mêmes spectateurs, spectatrices. Donc, dans un premier temps, pour essayer de comprendre cette stratification et ces différentes échelles, eh ben, j'ai tout simplement regardé la série, et j'ai regardé la série plusieurs fois. Et donc, en fait, dans mes notes, j'ai dû regarder Lost 3 ou 4 fois. C'est pour ça que je suis aujourd'hui un ardent défenseur de Lost. C'est probablement pour la fois autant regarder, même si c'est une série que j'appréciais quand même beaucoup à l'époque.
Et en fait, selon mes différents visionnages, j'ai pris en dictée tout ce que j'entendais. Et cette prise de dictée, je l'ai mis en parallèle avec les grands moments narratifs de la série. Et en fait, en prenant du recul par rapport à ces notes et par rapport à mes relevés, c'est là qu'apparaît en fait une architecture beaucoup plus large que celle du simple épisode. Et c'est là où on peut prendre, voilà, comme j'ai dit, un peu de recul ou un peu d'élévation, si je puis dire, par rapport à ces épisodes pour mieux comprendre l'architecture globale de la série. Par ailleurs, ce qui m'intéresse aussi, je pense que c'est aussi important parce que c'est pas simple, enfin, du moins l'analyse esthétique doit se nourrir aussi de ce qu'ont pu penser ou faire les créateurs. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont les discours des compositeurs eux-mêmes. Alors, je vais aborder les discours de manière critique parce que lorsqu'un compositeur répond à des questions, bah, il essaye de se mettre en valeur, il essaye aussi de réinscrire sa musique dans l'histoire de la musique, de se légitimer. Enfin voilà, c'est des mécanismes qui sont bien documentés hein, aussi de la part des compositeurs. Mais ça permet aussi de voir, quand on regarde le discours des créateurs, ça permet aussi de voir qu'il n'y a aussi pas forcément de surinterprétation, parce que ça, c'est quelque chose en musique de film qu'il faut éviter et dont on est souvent victime. On peut très vite surinterpréter, entendre quelque chose et tout d'un coup le relier à ce qui se passe dans l'histoire. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information vraiment? Donc relier Mm. ça avec le discours des créateurs, et en particulier dans Lost, ce qui est marquant, c'est que les créateurs expliquent qu'à partir du moment où ils ont écrit le début de la saison 3, la fin de la série était déjà pensée. D'ailleurs, le premier épisode de la saison 3, de la saison 4, pardon, excusez-moi, 4, 5, 6, s'appelle Le début de la fin. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de construire une mythologie, d'une cosmogonie que l'on peut aussi interroger d'un point de vue musical. Et là, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que des fois, il se passe des choses qui échappent en fait complètement aux compositeurs et aux créateurs. C'est-à-dire que Michael Giacchino, lorsqu'il écrit, et ses orchestrateurs, lorsqu'il écrit la musique de Lost, c'est quelqu'un de très consciencieux, c'est quelqu'un qui connaît la série sur le bout des doigts. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, quand il écrit la musique de Lost, il demande à ne pas lire le scénario avant. C'est-à-dire qu'il veut d'abord être spectateur de la série pour ensuite écrire une musique que lui aura inspiré ce qu'il a vu. Mais on sait aussi par ailleurs que les épisodes sont montés avec des musiques temporaires et que ces musiques temporaires sont puisées dès la saison 3 dans les compositions de Giacchino lui-même. Donc finalement, voilà, la boucle est Mm. bouclée et ça explique la construction. Voilà, donc là j'ai oublié le début de ma phrase parce que je suis parti un peu loin, mais euh, voilà, je disais que ce qui pouvait être intéressant, c'est ce moment où la série échappait aux compositeurs et finalement ce moment où on pouvait un peu entrevoir cette grande structure globale musicale qui n'est pas simplement celle d'un épisode, mais celle de la saison, celle de la série. Et à mon sens, c'est aussi une différence fondamentale avec les musiques de films, puisqu'on ne fait jamais cette expérience totalisante, euh, même lorsqu'on regarde un film, une saga comme Star Wars ou comme Harry Potter. Exactement. Alors, je vais rappeler quand même, nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a un livre, Introduction aux musiques de séries télévisées. Le livre est écrit pensé et écrit par Jérémy Michaud. C'est édité dans la collection Presse universitaire de Rennes. Je continue. Parlons d'une série, X-Files. Votre lecture de X-Files, je la trouve extraordinairement passionnante parce qu'elle articule expérimentation sonore, synthétiseur et narration. Et je me posais la question, est-ce que cette série représente pour vous une étape de transition entre les deux régimes musicaux de la télévision américaine? Oui, alors, à elle seule, non. Par contre, je pense qu'elle intègre effectivement un univers de séries dans les années 90 euh, qui ont signé ce retour à l'orchestre symphonique. Et ce qui est particulièrement intéressant avec X-Files, c'est qu'il y a plusieurs films en fait qui ont été réalisés, et donc que X-Files revient finalement à, je vais dire cette hésitation, mais c'est une façon poétique de le présenter, mais revient à cet aller-retour constant entre le cinéma et la télévision. Pourquoi je dis revient? Parce que dans les années 1950, beaucoup de séries télévisées étaient adaptées en film, et par ailleurs, beaucoup de films faisaient l'objet d'une adaptation en série télévisée. Et très Hmm. souvent, les musiques se chevauchaient, à tel point que certains compositeurs ont été accusés de plagiat dans la réutilisation de certains thèmes. Donc X-Files, en fait, parce qu'il y a cette filiation assumée avec le cinéma,
Effectivement, oui, vous avez raison, il y a un point d'ancrage en tout cas important, peut-être plus important, qu'avec d'autres séries qui ne sont pas passées de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et donc c'est vrai qu'en fait, en fonction de l'évolution de la série qui enfin rappelons-le, une série s'étale dans le temps. Donc quand on commence, X-Files et quand on regarde la musique 10 ans après, il y a eu des progrès technologiques dans la création de la musique et dans la création de la musique assistée par ordinateur, qu'il faut aussi prendre en compte. Mais ces progrès technologiques répondent et coïncident aussi avec cet écho cinématographique, qui est celle de la musique de Mark Snow, réorchestrée, enfin du moins orchestrée, pour grand orchestre, dans les films. J'aimerais qu'on revienne sur une chose que vous avez dite par rapport à la série télé, ce qui est tout à fait logique, quand vous dites que la musique, pardon, la musique précède toujours l'image, même quand elle est composée après. Et je voudrais savoir, est-ce que ce que vous dites là, est-ce qu'elle résumerait finalement, tout simplement la thèse générale sur la logique sérielle de la musique télévisuelle? Oui, c'est possible. Ça, je viens de le dire ou je l'ai écrit dans le Vous l'avez bouquin? écrit, pardon, pour OK. moi, c'est vous l'avez écrit, pardon, excusez-moi. Enfin, OK, vous OK, l'avez OK, écrit. parce que oui, oui, Vous je l'avez plus ou moins écrit, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Non, vous l'avez pas dit, pardon. oui, disons que alors, c'est il y a une forme de généralisation dont je me méfie. Je sais plus exactement le contexte exactement, mais tout à fait, il peut y avoir ça peut être une thèse qui peut être soutenu pour, essayer de conceptualiser cette musique de série télévisée. Mais après, il faudrait voir exactement, je sais plus le contexte, mais qu'est-ce que j'entendais par la musique, précède l'image? Probablement qu'elle la précède, à un niveau, non verbal, mais dans ce cas-là, au cinéma, aussi. Par contre, il y a quelque chose, dans la série télévisée qui est ce que j'appelle, l'empreinte, narrative d'une musique. Et là, peut-être que c'est à ce passage-là, dont on pense. Et là, en effet, il y a quelque chose, à mon sens, de très singulier. À savoir, un exemple, une musique, a été entendue pendant des années. Un thème associé à un personnage ou associé, à une situation a été entendu pendant des années. Le générique d'une musique, vous l'avez entendu, à l'époque, on zappait pas sur les génériques, on écoutait les génériques, on les chantait, on l'a entendu pendant des années. Bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque 6 ans plus tard, vous regardez un épisode de cette même série et tout d'un coup, vous entendez cette musique? Bah, très concrètement, la musique précède ce qu'on va voir dans le sens où elle actualise chez nous des souvenirs qui sont déjà existants. Et là, on se situe, je pense, à un niveau narratif musical qu'il est assez difficile, à démontrer, mais on peut faire aussi des cartographies sur certains épisodes pour voir comment est répartie la musique, entre les dans un épisode lui-même et entre les épisodes. Et là, en ce sens, oui, la musique précède véritablement ce qu'on va voir, puisqu'on la connaît déjà, puisqu'on l'a déjà entendue. Et en fait, ça me fait penser en fait à Marcel Proust, ça me fait penser à La Recherche du temps perdu, et ça me fait penser, à cette musique, du quatuor que l'on entend, ou qu'on lit, tout au long de notre expérience, à tel point que, voilà, cette musique, dit Proust, devant qui nous passions tous les jours sans l'apercevoir, et ben, cette musique, elle devient une partie de nous, heu, alors même que l'on pensait ne pas l'écouter. C'est pour ça que je pense que oui, la musique, en un sens, précède, c'est vrai. Vous terminez, en ouvrant sur le streaming, le binge watching et la transformation récente des usages. Et Mmh. avec le recul, est-ce que vous pensez que les outils conceptuels, que vous proposez pour, pour les séries de network, est-ce que ces outils restent valables aujourd'hui? Ou alors est-ce qu'il faudrait peut-être désormais, inventer une nouvelle poétique musicale des séries de plateformes? Non, c'est déjà une question de recherche, ce que vous posez et je pense en effet qu'il faut la soumettre à l'hypothèse. Je pense en effet que ces outils conceptuels sont pratiques, quand on s'intéresse, aux séries de network, aux grandes périodes de network. Qu'il y a probablement un transfert, sur, certains aspects, dans ces séries de streaming et de plateformes, mais néanmoins, je pense qu'on atteindrait vite les limites parce que typiquement, ne serait-ce que la division en actes publicitaires et ben, ça n'existe plus. Alors ça ne veut pas dire pour autant que l'écriture, n'est plus une écriture, sous forme d'actes, identifiés, mais néanmoins, il y a, je pense, une limite à ces outils à partir du moment où on s'intéresse à ces plateformes.
Introduction aux musiques de séries télévisées de Badge 714 à Lost. C'est pensé et écrit par Jérémy Michaud. C'est édité chez la collection Presse universitaire de Rennes. Et vous avez toutes les informations pour vous procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous, Jérémy, en tout cas, de nous avoir consacré un peu de votre temps pour parler du livre. Merci Samir. On a, Merci on a beaucoup. dit, on a dit 0,0001% de ce qu'il y a dans le livre. Je tiens à le préciser. Je le dis tout le temps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera l'envie de vous le procurer. Merci beaucoup, Merci. générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.